Chaque fois où le bruit des armes a remplacé celui des mots, me reviennent toujours à la même question. Pourquoi y aller? Cette question que se pose notre auteur renvoie bien évidemment à la guerre, dont le concept sera le sujet de l'émission de ce soir. Guerre des boutons, guerre des roses, guerre atomique, guerre hybride, cyberguerre. Le concept de guerre est partout et omniprésent, à tel point qu'on peut se poser la question suivante. La guerre n'est-elle pas enregistrée dans le code génétique de notre humanité fragile? Pour nous accompagner ce jour dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Kamal Redouani, auteur-réalisateur. Kamal, bonjour. Bonjour. Alors, il y a une constante en fait dans les ondes clandestines qui est de demander à l'invité de savoir d'où vous venez, quels sont vos travaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter en fait en retraçant votre background familial, votre cursus universitaire et vos travaux? Écoutez, ça me replonge dans mon passé. Moi, je suis né au Maroc. Je suis arrivé en France en tant qu'étudiant, en fait, pour faire maths sup, maths spé, une école d'ingénieur. J'ai bifurqué vers le journalisme. J'ai fait une école de journalisme et après, j'ai commencé à travailler à Radio France, en radio pendant quelques années, D'accord. ou à Radio France International, où je suis resté plusieurs années, où j'ai travaillé. Où j'ai commencé au fait finalement mon travail vers l'international et surtout sur le contour méditerranéen que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Après 6-7 ans à RFI, j'ai commencé à travailler en radio. J'avais envie de changement et en télévision, pardon, et j'ai commencé à faire Qu'est-ce qu'à des l'époque, en fait, reportages en télé. est-ce que vous pouvez nous évoquer ce passage à l'image? Vous étiez journaliste en fait, donc presse écrite au départ. Et Radio, radio, radio. journaliste radio, ouais. Et après, en fait, vous passez à l'image. Qu'est-ce qui vous a motivé sur ce schéma-là? Tout simplement, enfin, j'adore la radio, j'adore toujours, j'adore faire des reportages. Enfin, il y a une simplicité de travail en radio qui est quand même assez extraordinaire quand on est sur des zones difficiles, on est léger, voilà. Mais j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu, à avoir envie de toucher un petit peu à l'image, et à partir de là, j'ai fait une formation en fait tout simplement. Je suis revenu au CFPJ, le Centre de Oui. formation professionnelle des journalismes à Paris, et j'ai fait une formation télé pour commencer, au lieu de partir avec un agra dans les mains, j'ai commencé à partir avec une caméra tout simplement dans les mêmes zones que je fréquentais, c'est-à-dire le Moyen-Orient et le Maghreb. Et vous passiez par des majors, entre guillemets, pour diffuser vos reportages, ou vous aviez déjà l'intention de faire tout vous-même en freelance? J'ai toujours été indépendant, même à RFI, je suis resté indépendant. J'adore l'indépendance. L'indépendance permet aux journalistes de pouvoir choisir les sujets lesquels il a Ouais. envie de travailler, pouvoir choisir aussi les zones qu'il a envie de fréquenter. Et puis, et puis voilà. Puis quand on collabore avec France Télévisions ou Arte, au fait, on passe par une boîte de production. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Kappa Productions Mhm. et à mes débuts, j'ai démarré avec Hamelin à Sunset Press, D'accord. euh, qui était lui-même un grand reporter de guerre, en fait, qui a fait tout son Ouais. parcours en tant que grand reporter de guerre. Et donc, on avait un grand feeling ensemble, et c'est lui qui m'a donné, au fait, la chance de faire mon premier grand reportage télé. Pas radio, parce que j'en avais déjà fait pas mal, mais en télévision, c'est avec Hamelin que j'ai appris Mhm. à faire de la télé. Et vous parlez sur votre profil LinkedIn en fait de guerres en fait que vous avez couvertes. Quelles sont-elles finalement ces guerres? C'est essentiellement des guerres qui ont eu lieu au Moyen-Orient ou... Tout à fait. C'est vraiment les guerres du Moyen-Orient. Il y a eu d'abord l'Algérie, au fait, Oui. avec l'arrivée mais c'était en radio. Puis après en télé, c'est vraiment l'arrivée euh, mon démarrage en télévision était coïncidé avec l'arrivée des premiers djihadistes en Irak.
Oui. Et donc, c'était la guerre en Irak, en fait, l'arrivée de l'armée américaine en 2003. Et moi, j'avais atterri, en fait, pour la première fois, en fait, dans cette zone-là, enfin, en Irak, à Bagdad. C'était en 2005, fin 2005-2006. C'était exactement la libération de Florence Aubenas. Mm. Florence Aubenas était en train d'être libérée et moi j'étais dans l'avion en fait direction l'Irak. C'est une Ah coïncidence oui, assez incroyable, mm. mais voilà. Et moi j'allais au fait j'allais rencontrer, j'avais réussi après un an de travail, j'allais rencontrer au fait des djihadistes qui à l'époque se présentaient pas comme tels, mais ils étaient là comme des résistants, enfin c'est comme ça qu'ils voulaient Mm. s'appeler, des résistants à l'invasion américaine, et c'est eux qui mettaient des bombes sous les chars, etc. Et c'était assez incroyable de Vous voir ça pouviez parce que pressentir ça à l'époque, en fait, déjà en 2000, c'était 2003, ça, euh, qu'il allait avoir ces mouvements après, par la suite. Euh, bah, c'est vraiment ce point de départ oui. qui a fait que j'avais compris, au fait, en les regardant faire, surtout en écoutant leurs discours, j'avais compris qu'ils étaient en train d'infiltrer Mm. le monde arabe, au fait, qu'ils étaient Mm. là pas pour simplement une petite période, mais qu'ils allaient s'installer dans le monde arabe pour longtemps. Et j'ai pas eu tort Ouais. parce que c'est ce qu'ils ont fait et c'était assez incroyable. J'ai assisté à une réunion qui était d'un côté on avait les militaires de Saddam Mhm. qui étaient d'un côté, en fait c'était des officiers de Saddam qui étaient rejetés par l'armée américaine, par la nouvelle administration américaine. Et de l'autre côté de la table, il y avait des djihadistes qui étaient là pour leur dire, bah, écoutez, nous, on est là pour vous aider, pour retrouver un petit peu vous avez été humilié, etc. Donc on est là pour vous aider, pour que vous retrouviez votre travail finalement et votre pays et la liberté de votre pays. Et j'ai vraiment assisté à une réunion comme ça. C'était assez hallucinant, mais de voir là Ouais. cette séduction au fait Mm. dans le discours vis-à-vis de gens qui étaient humiliés hein, par Ouais. l'armée américaine, qui étaient quand même assez malmenés, qui sont partis Mhm. sans salaire, qui étaient dans la misère, au fait, Mhm. et qui n'y étaient pour rien, en fait. C'était des sous-officiers de Saddam, c'était pas la grande bourgeoisie de Ouais. Saddam qui, elle, est partie à l'étranger, mais c'était les hommes qui sont restés, les militaires qui sont restés, et ceux-là, ils n'avaient plus rien, et surtout, ils étaient maltraités par l'armée américaine parce qu'ils étaient montrés du doigt Mm. comme des terroristes. D'accord. Donc vous êtes auteur-réalisateur de documentaires. Est-ce que vous pouvez présenter aussi vos œuvres, en fait, ce que vous avez fait jusqu'à ce jour? Ah, c'est un peu long, mais Oui. j'ai fait pas mal de films, pas mal de documentaires, et notamment, enfin, je vais en citer que quelques-uns simplement. J'ai fait un film qui était après les révolutions arabes, qui était par exemple qui s'appelait Mampas sur les révolutions arabes. En fait, c'est un film où je décryptais l'arrivée des djihadistes au sein des révolutionnaires, au fait, comment ils ont infiltré les Et révolutionnaires. par rapport à ça, j'ai juste une question intermède. En fait, vous qui êtes au plus près finalement des combattants djihadistes, euh, quelles sont vos relations aussi avec les services de renseignement en fait qui œuvrent aussi là-bas? Est-ce que vous avez été approché par eux? Est-ce que ils vous laissent faire leur travail correctement, normalement? Ou quel est votre lien en fait avec eux? Alors, vous parlez de quel Bah, les services, service de renseignement? les Si vous deux, parlez j'imagine les deux, en fait, ceux qui sont sur place, en fait, en l'occurrence. bah, dans tous les cas, qu'on soit en Irak, en Syrie ou en Libye, par exemple, les services de renseignement sont au courant de ma présence, savent très bien qui je Ouais. suis, etc. En Syrie, peut-être pas. Hein. En Syrie, en tout cas, vu que je rentre clandestinement et que j'étais souvent avec plutôt des groupes qui eux-mêmes
fuyaient le, le, Oui, le système au fait de Bachar al-Assad. Donc en soi, je ne pense pas que les services mhm. de renseignement en fait de Bachar étaient au Bien sûr, courant. bien sûr. Mais par contre, ceux des Kurdes, par exemple, ceux irakiens en Libye, etc., ils étaient au courant, mais ils me laissent travailler. Ils me laissent travailler. Enfin, je connais quelques directeurs enfin quelques Oui. personnalités, quelques personnes en fait qui sont des services de renseignement en fait locaux. Ça permet d'avoir des informations Mhm. à prendre avec des pincettes parce que ça vient aussi de services de renseignement et qu'on peut Oui, être en tant que journaliste manipulé. oui, Donc voilà. Et les services de renseignement européens, oui. eux, m'ont plutôt contacté au fait à plusieurs reprises. Enfin, j'ai eu des, des, Des des coups de entretiens. fil au fait où on me demande des informations, où on me demande des choses comme ça. Mais je reste à l'écart, moi, en tant que réalisateur, en tant que journaliste de ce monde-là, tout simplement Oui, oui, parce que oui, c'est évidemment. une casserole. Parce que déjà, quand on part sur un pays comme la Syrie, l'Irak et ça, quand on est journaliste, on est déjà montré comme étant un homme, un mec des Oui, renseignements. Donc, oui, vous imaginez oui, si on a le simple doute au fait qu'on appartient à ce monde-là, ben, on se prend une balle dans la tête ou on oui, est c'est sûr, kidnappé, etc. c'est sûr. Donc voilà. Quand vous entrez, j'ai une question parallèle aussi, quand vous entrez en Syrie de manière clandestine, est-ce que vous avez peur, en fait? Est-ce que vous représentez le danger ou c'est pour vous une data? Parmi tant Euh, la peur, je pense que si il y a euh, un journaliste qui n'a pas peur, il a complètement tort. oui, Parce que la peur, ça permet de rester oui. euh, alerte par rapport à ce qui se passe autour de soi. C'est de savoir où on met les pieds, de savoir qui on rencontre, de connaître très bien la zone, la géographie de la zone, les, euh, les, les, les tribus qui dirigent les territoires où on met les pieds. Donc, c'est hyper important d'avoir peur. La peur permet de rester en vie. Vous vous souvenez, par exemple, la Et première fois que vous avez perçu la première zone de conflit, en fait, dans laquelle vous êtes allé, vous vous souvenez de votre impression la première fois? oui, oui, bien sûr, on s'en Ouais. souvient. Enfin, je me souviens très bien, mais au fait, quand on arrive sur une zone de guerre, c'est assez incroyable parce qu'au fait, à la différence des films, la guerre, les gens vivent dans des zones de Mhm. guerre. Donc, au Mhm. fait, il y a toujours un semblant de vie, il y a toujours Une zone de vie. une population qui est là, etc. Et puis, il y a tout cet aspect, au fait, armes, militaires, etc. Enfin bref, moi, j'ai fréquenté non seulement les clandestins armés, j'ai fréquenté les djihadistes armés, j'ai fréquenté des armées régulières, Mhm. etc. Donc le travail de chacun est complètement, avec chaque groupe est complètement Différent. différent. Bien sûr. L'approche, la vie avec ces groupes est complètement différente. Donc voilà. Mais c'est vrai que on n'oublie pas au fait cette première rencontre Ouais. avec. Moi, je pense c'est simplement je pense que le bruit de bombes qui explosent. Au fait, quand j'ai débarqué la première fois, c'était à Bagdad et il y a une méga explosion qui s'est déroulée dans la capitale, Mhm. une explosion assez incroyable et je venais à peine d'arriver. Et donc là, on se rappelle de ce moment-là parce que on se dit oui. Oui, c'est pas la vie n'est pas normale au fait parce Ouais. qu'on est à Bagdad, on Ouais, a c'est sûr l'impression que la vie est quand même normale, mais voilà, ça que- nous rappelle la réalité de la vie du pays. Mhm. Euh, donc, on va reprendre en fait sur vos travaux. Vous exposiez en fait quelques travaux que vous avez faits. Oui, tout à fait. Donc, je disais que j'avais fait un film sur l'émergence des djihadistes. C'était pour Canal+. C'est l'émergence des djihadistes pendant les révolutions arabes. Mhm. Et ça, le film a démarré par simplement une rencontre. Je rentrais clandestinement. C'était vraiment les débuts de la révolution. Je rentrais clandestinement en Syrie et là, je croise un Libyen. Il s'est avéré que ce Libyen que
que j'ai reconnu par son accent qui ne portait pas d'armes, qui était juste, on avait l'impression que c'était un touriste qui rentrait clandestinement en Syrie, mais c'est quelqu'un qui venait au fait frapper à la porte des révolutionnaires pour leur proposer leur aide. Et cet homme s'est avéré être le numéro 2 d'Al-Qaïda libyen. Ah oui. Et qui était sur place, au fait, pour préparer la venue finalement de mercenaires, de djihadistes libyens au sein des révolutions. Et l'idée du film a démarré après cette rencontre, et après j'ai fait le tour au fait des pays où il y avait la révolution. La révolution avait démarré, etc. pour enquêter sur la présence des djihadistes au sein des révolutionnaires. Et à l'époque, au fait, la presse était complètement, en fait, applaudissait. Il y avait des très belles photos de révolutionnaires qui faisaient la une et tout ça. Et moi, j'étais vraiment à contre-courant. Et il y avait même, je peux vous dire, il y avait même des collègues à moi, au fait, qui me disaient, mais vous êtes pro Bachar al-Assad en disant ça, en travaillant sur ça. Je leur dis, mais non, je suis simplement, en fait, c'est une alerte au monde arabe. Moi, je les connais, ces jeunes. Je les aime, ces jeunes. Il faudrait qu'ils sachent qui vient leur donner un coup de main. Il ne faudrait pas qu'il ouvre la porte à ces gens-là. Il faudrait qu'il y ait des journalistes et des réalisateurs qui racontent ça. Donc voilà. Okay. Et après, bon, j'ai fait un film aussi pour Canal+ qui est sur la guerre entre les sunnites et les chiites, qui s'appelle Islam contre Islam, et qui raconte finalement, ça donne un éclairage bien précis sur le rapport au fait entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, entre cette guerre au fait entre ces deux mondes arabes, ces deux islams qui s'affrontent et qui s'affrontent toujours d'ailleurs malgré tout, et voilà. Et puis derrière, j'ai travaillé sur des djihadistes étrangers, au fait, qui sont partis en Syrie, sur la recherche au fait des crimes qu'ils ont commis. Et puis dernièrement, en fait, le dernier film que j'ai fait, c'est sur les femmes syriennes et qui s'appelle Syrie, les femmes dans la guerre. Et c'est un film hyper touchant, hyper sensible, parce que j'avais envie de raconter celles que je croisais moi sur le terrain, et au fait que je laissais de côté parce que j'étais dans mon enquête sur l'enquête sur les djihadistes, sur ce qui se passe, sur la guerre, etc. Mais au fait, les femmes qui étaient autour, j'avais envie au fait de savoir, mais en fait les jeunes filles que j'ai rencontrées il y a 10 ans, en fait, qui sortaient dans la rue pour crier leur envie de liberté, de démocratie, j'avais envie de savoir qu'est-ce qu'elles sont devenues. Donc voilà, donc j'ai raconté un petit peu cette révolution syrienne vue avec les yeux des femmes syriennes. Alors on va y venir sur la projection, en fait, le retrait de la force Barkhane, en fait, la montée en puissance, en fait, bon, mitigée maintenant, parce qu'au moment où j'ai écrit le texte, en fait, il n'y avait pas encore tous ces événements, mais la montée en puissance de Wagner, en fait, le chamboulement des plaques, en fait, tant de phénomènes qui laisse se projeter. La CIA édite un document projectif en fait sur le monde dans 2040, sur les futures menaces. Est-ce que si vous vous prêtez au jeu de l'apprenti sorcier, quelle serait votre vision du monde et spécifiquement celui du Moyen-Orient de demain? C'est réellement pas évident de répondre à cette question-là. Je pense qu'aujourd'hui, Bachar al-Assad a repris son territoire. Je pense qu'on va retrouver un petit peu un dictateur qui va diriger ce pays. Je pense que l'Irak est en train de se reconstruire petit à petit, malgré la présence des djihadistes, malgré les tensions entre les sunnites et les chiites, malgré l'éducation en fait des enfants, parce qu'ils ont vécu pendant 20 ans dans la guerre. Vous imaginez, il y a des enfants qui n'ont pas connu l'école, en fait, et qui n'ont connu que les armes, la mort, les bombes, etc. Et vous imaginez la psychologie de ces enfants. Donc c'est tout un pays, au fait, qui doit se reconstruire. C'est toute une génération qui doit se renouveler. Donc ça va prendre énormément de temps. Donc c'est un pays où ça va prendre énormément de temps en fait pour une reconstruction. Je pense aujourd'hui il y a un rapport, enfin il y a quelque chose de nouveau. Au fait, c'est l'émergence de puissances en fait régionales. Je pense à la Turquie par exemple.
Oui. qui est une puissance qui aujourd'hui a 3 bases militaires en Libye, par exemple, et Mhm. qui s'implante beaucoup plus en Méditerranée. Donc, moi, je vais parler de la Méditerranée, mais en tout cas, c'est ce monde-là que je connais le mieux, et je pense qu'aujourd'hui, on a un rapport très, 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 très conflictuel au fait en Méditerranée parce qu'il y a des puissances qui sont présentes et il y a cette envie au fait de mettre la main sur les richesses au fait de la Méditerranée, de la mer Méditerranée. Il y a du pétrole, du gaz dans ce Mhm. territoire-là, Oui. et donc il y a une grosse bagarre qui naît, qui est là au fait, qui existe déjà, notamment, enfin maintenant avec la présence des mercenaires de Wagner, mais Oui. aussi la présence de mercenaires turcs au fait de Sadat, de l'armée turque au fait qui est assez puissante. Donc Mhm. euh, donc voilà. Enfin je pense que le rapport aujourd'hui n'est pas très sain. Au fait, il n'y a pas un équilibre qui se présente. Il faudrait moi je pense qu'il faut pacifier la Libye, qui est vraiment un pays pour moi clé pour que la Méditerranée retrouve un petit peu son calme. Mhm. Il faut une relation diplomatique avec la Turquie voilà, il faut qu'on arrive au fait à discuter avec la Turquie, qu'on arrive à pacifier la relation. C'est un pays qui appartient à l'OTAN, donc il y a moyen de Mhm. travailler avec la Turquie. Et donc voilà. Donc, la première partie en fait s'achève sur votre bio. En fait, deuxième partie en fait plus succincte en fait, euh, l'art de que j'ai intitulé l'art de la guerre ou la guerre dans l'art. J'ai choisi dans cette partie de traiter la guerre dans un ensemble cinématographique. L'ambition en fait c'est juste illustrer quelques conflits en fait pour mettre en perspective avec les conflits modernes. J'ai commencé en fait à Kamal avec le Moyen Âge en fait au XIIIe siècle et le film Braveheart qui a été tourné en fait en 95, qui met en scène en fait William Wallace avec une révolte en fait marquant le petit, le faible écossais contre le fort anglais. Ces révoltes-là qui sont présentes, bien entendu, dans un autre contexte, en fait, entre un affrontement entre le faible et le fort, c'est un petit peu ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de vivre actuellement entre l'Ukraine, en fait, théoriquement faible, et face à une Russie, en fait, euh, théoriquement forte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces conflits, en fait, ce conflit du faible et du fort, en fait, vous pensez que vous avez une opinion? Moi, je pense une vision romantique de la guerre, c'est-à-dire quand on pense dans un conflit, il y a le faible et le fort, je ne crois pas. Je pense que dans un conflit, en fait, il y a deux armées qui se font face, et au fait, c'est aussi deux armées qui se prennent appui avec d'autres pays. Au fait, aujourd'hui, on est plutôt face à des guerres par procuration. Donc, si on a envie, si on prend l'exemple de la Libye, par exemple, on a peut-être la Russie d'un côté, on a les États-Unis, l'Italie, la France qui navigue entre un côté et l'autre. Enfin, bref, c'est des guerres par procuration, et c'est des pays occidentaux qui ont des armes, qui ont une puissance de frappe, au fait, qui fournissent finalement l'outil à des faibles, ce que vous pourrez appeler des faibles, qui leur donnent au fait les armes pour faire la guerre. Et donc finalement, je ne pense pas que c'est une histoire de faibles et de forts. D'accord. Je pense, je pense que la guerre n'est pas si romantique que ça. Je pense qu'on joue beaucoup au fait on a des biais, nous, au fait, quand on regarde, au fait, avec notre prisme occidental, on a des biais, enfin voilà, on a envie que les choses, enfin voilà, d'un côté le mal, le bien, le noir, le blanc, etc. Mais la réalité, au fait, la vie n'est pas comme ça, et c'est dans les zones grises, au fait, où il y a la vraie information, c'est euh, où on comprend ça. Pour comprendre quelque chose, c'est jamais aussi simple. Et malheureusement, en fait, que ce soit en télé, que ce soit dans la presse écrite, etc., on, on a besoin que les choses soient simples, en fait, pour le public. Oui. Et donc, on simplifie les choses. Et c'est pour ça qu'une guerre faible, fort,
Oui. Une guerre avec quelqu'un qui agresse et quelqu'un qui a agressé n'est pas si évidente que ça. Mm. Et sur le terrain, franchement, sur le terrain, ça on le voit, on le sait sur le terrain. Mm. On le sait parce que même quand on est avec des faibles, on voit parfois des atrocités qui sont commises par des armées qu'on soutient. Donc voilà. Et voilà. Moi, je trouve que la guerre ne devrait pas exister, au fait, Oui. ni faible ni fort. Au fait, Mm. il faudrait que On arrive à trouver un équilibre. trouver, voilà. Et aujourd'hui, c'est mon dernier livre qui traite sur les mercenaires et sur l'histoire des mercenaires. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, il y a la réapparition de ces soldats, de ces mercenaires qui sont sur le terrain et qui, eux, finalement, sont juste payés pour faire le taf, payés pour Mm. tuer. Et donc, vous imaginez bien Mm. qu'ils n'ont aucune humanité, et finalement les crimes de guerre, ils n'en ont rien à faire. Donc voilà, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas jugés. Hmm. Les escalades, en fait, comme on a vu en Ukraine et Russie, là, sur la menace nucléaire, en fait, vous pensez, vous, à titre personnel, en fait, que on peut y avoir recours, alors pas la France, en fait, mais d'autres pays, en fait, avoir recours à l'arme de destruction massive, quoi. J'espère que non. Ouais. J'espère que non. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. J'espère que non. Et même si on pense que Poutine est un fou, je pense qu'il n'appuiera pas sur un bouton en fait nucléaire pour déclencher quelque chose comme ça, parce qu'il sait très bien que que qu'il va tout perdre. Et ça, il le sait. Et donc voilà. Oui, peut-être la Corée du Nord. Ouais. Le dirigeant de la Corée du Nord, qui lui est complètement farfelu, lui, il peut très bien en fait appuyer sur un bouton et envoyer une bombe nucléaire, mais je pense pas à Poutine. Donc, je pense pas que la guerre en Ukraine, ça peut se transformer en une guerre nucléaire. Ça, j'y crois pas. D'accord. Dernière chose, en fait, sur les questions, en fait, je vais vous demander si vous avez une opinion sur un fait, citer un fait d'actualité, soit nationale, soit internationale, soit les deux, qui vous a marqué. Ah. Oui. Moi, j'aimerais plutôt citer des faits dont on n'a jamais parlé, Oui. tout simplement parce que là, je pars en Libye dans une semaine et dans quelques jours, et je sais que c'est un pays au fait dont on parle très peu. Il y a eu juste il y a quelques jours, il y a eu des combats au fait à Tripoli, dans la capitale, et je pense que très peu de gens ou personne en a entendu parler. Il y a eu 50 morts, une centaine de blessés. Ce sont deux milices qui se sont affrontées, une milice qui est plus proche au fait des salafistes et une autre milice, voilà, qui tient le pouvoir au fait à Oui. Tripoli et et donc moi je trouve par exemple voilà, il y a des vrais combats qui éclatent au fait dans une capitale qui est à 200 km, 250 km Oui. de l'Europe et dont on ne parle pas du tout. Et je trouve ça vraiment malheureux et triste. Ok, donc ça c'était pour la question de fin. Le mot de la fin, je vous le laisse, un mot succinct en fait sur lequel en fait vous pouvez exprimer votre pensée. Euh, je ne sais pas quoi dire, mais ce que je pourrais dire, c'est simplement, j'aimerais tant, au fait, finalement, que ce métier de réalisateur, de grand reporter de guerre, s'il n'existait pas, ce serait génial. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de guerre. Oui. Voilà, moi, au fait, les images de la souffrance humaine, des images des hommes, des femmes, des enfants, moi, que j'ai croisés pendant ces 20 ans de carrière, c'est des images qui me collent à la peau. Donc, j'espère que les journalistes de la génération suivante n'auront pas, au fait, à couvrir des guerres et à avoir ça dans la tête, parce que c'est quelque chose. Je pense que l'humanité est Oui. capable de beaucoup de bien, mais elle est capable de beaucoup, enfin, de mal et d'atrocité. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas
jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à le définir. J'arrive pas à comprendre au fait comment un être humain peut être capable au fait d'atrocités comme celle à laquelle j'ai assisté sur le terrain. Entendu, l'émission touche à sa fin. La guerre, on l'a bien compris, est omniprésente dans nos vies. Malheureusement, toile de fond aux funestes affrontements avec la nouvelle forme de guerre dite hybride, la cyberguerre en est à ses débuts. Difficile de sortir du complexe du jeu du cow-boy et de l'Indien, comme si nous cultivions dès l'enfance les jeux de guerre. Le devoir de mémoire est peut-être la clé de la solution d'un équilibre d'un monde sans guerre. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode des Univers de la sécurité. Kamal, merci. Merci à vous. Merci.